Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo sur l'état d'esprit de croissance. Aujourd'hui, on va parler d'objectifs, de motivation et d'évaluation. Et là, je vous sens déjà un petit peu irrité ou blasé vis-à-vis de ces questions. Je me trompe? Allez, on se met dans un growth mindset. Oui, on peut chacun à notre niveau avoir un impact. On va maintenant parler de la motivation. La théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan explique les différents déterminants et types de motivation. La motivation intrinsèque, c'est quand on fait l'activité car elle est agréable en elle-même. Par exemple, j'aide un ami à faire un exercice parce que j'y prends du plaisir. La motivation intégrée, c'est quand on s'engage dans l'activité car elle est en adéquation avec ses valeurs et son identité. Dans notre exemple, j'aide un ami à faire un exercice parce que l'entraide est importante à mes yeux. La motivation identifiée, c'est quand l'individu s'engage car il s'identifie au but de l'activité. Par exemple, j'aide mon ami car le fait d'expliquer favorise ma compréhension et je progresse moi aussi. La motivation introjectée, là c'est l'individu qui s'engage par culpabilité, honte ou approbation sociale. Par exemple, j'aide mon ami parce qu'il m'a déjà rendu service et je me sens un peu obligée. Et la motivation externe, l'individu s'engage pour obtenir une récompense ou éviter une punition. Par exemple, j'aide mon ami parce que ça rapporte des points supplémentaires. En fait, Deci et Ryan ont démontré que les motivations autonomes, donc on voit sur le schéma intrinsèque, intégré ou identifié, sont bien plus efficaces que les motivations contrôlées par l'environnement externe. En particulier quand les tâches sont complexes, elles favorisent la persistance à long terme, ainsi qu'une meilleure santé mentale. C'est donc très important de favoriser des buts de maîtrise plutôt que des buts de performance. Plus les élèves comprennent pourquoi ils apprennent au lieu de juste viser une note, mieux c'est. Alors comment on fait? Ça ne veut pas forcément dire éliminer les notes, mais elles doivent rester des indicateurs, pas le but ultime. C'est pas évident de trouver l'équilibre, mais en insistant explicitement sur l'objectif de l'apprentissage, en aidant les élèves à se projeter dans du concret, dans l'avenir, et surtout en visant une compréhension profonde et pas seulement la mémorisation, on peut soutenir la motivation autonome. Deci et Ryan ont identifié 3 besoins psychologiques fondamentaux qui favorisent la bonne motivation. Un besoin de compétence, sentir qu'on est capable et qu'on progresse. On en a parlé avec le sentiment d'efficacité personnelle, de la pédagogie de la réussite, des feedbacks pour encourager à progresser, de la lutte contre les stéréotypes. Un besoin d'appartenance, avoir des relations satisfaisantes, recevoir de la considération et de l'attention. Bon, le fonctionnement de la classe joue ici un rôle crucial, être habitué à la critique constructive et la bienveillance, la collaboration plutôt que la compétition, etc. Et pour finir, le besoin d'autonomie, se sentir libre de faire ses choix, se percevoir comme étant la force à l'origine de nos actions. La boucle est bouclée. Plus on encourage l'autonomie, plus la motivation est autonome. C'est QFD. Je fais un aparté sur la question de la récompense. On a vu que la motivation externe est moins efficace, en particulier à long terme. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que les récompenses, c'est pas terrible. Au niveau de la motivation, c'est même contre-productif. Plus de 100 expériences en 1999 ont prouvé que les récompenses avaient tendance à diminuer la motivation intrinsèque. Si on récompense une personne pour une activité qu'elle aime faire, eh bien son intérêt va diminuer. De même avec les menaces de punition, les échéances et la surveillance. Par contre, attention, si la récompense est nocive sur un plan motivationnel, elle est un très bon levier au niveau comportemental. Attribuer un smiley à un élève qui s'est bien appliqué ou bien accorder le droit de choisir un métier de classe à un élève qui s'est montré empathique, ça c'est efficace. Et on y pense moins, la récompense collective. Par exemple, la classe choisit une activité ou a le droit à 2 minutes supplémentaires de récré si personne ne s'est coupé la parole de toute la matinée. On va maintenant parler d'un sujet délicat mais très impactant, celui de l'évaluation.
Les enseignants vivent d'une injonction à l'évaluation de la part de l'institution, que ce soit à des fins statistiques ou pour servir l'orientation des élèves, de la part des parents aussi, qui ressentent le besoin de situer leur enfant par rapport à une norme. Mais l'évaluation doit surtout servir la pédagogie, connaître ses élèves, repérer leurs difficultés pour mieux y remédier. Cette limite entre évaluation normative et formative n'est pas toujours claire, ni pour les élèves, ni pour les enseignants eux-mêmes. Et l'évaluation peut facilement devenir une source d'angoisse et de crispation pour tout le monde. Parce qu'on a une grande expérience, qu'on a vu des centaines d'élèves, on connaît bien la norme et les écarts par rapport à cette norme nous sautent aux yeux. Mais une norme n'est qu'une norme. Comme on l'a vu précédemment, de faibles performances initiales ne prédisent pas d'un échec futur. La vitesse d'apprentissage non plus. Ce n'est pas parce qu'on progresse lentement qu'on ira moins loin. Évitons de juger et rappelons-nous qu'une évaluation détermine ce qu'un élève a acquis à un instant T et non pas ce qu'il pourra atteindre. Prenons le temps d'expliquer tout ça aux élèves. Concernant l'erreur, le statut qu'on lui accorde et le traitement qu'on en fait sont liés à notre modèle pédagogique. Dans les modèles transmissifs et behavioristes, l'erreur doit être évitée par l'élève qui aurait dû la parer, par l'enseignant qui aurait dû planifier correctement son enseignement. Dans un modèle constructiviste, c'est en expérimentant des irrégularités, des erreurs, qu'on peut dépasser nos représentations erronées et progresser. C'est ce que Piaget appelle la rééquilibration majorante. Après, même si on est convaincu que l'erreur est constructive, c'est pas toujours facile pour autant. On a une aversion spontanée pour l'erreur. Les enseignants croulent sous les corrections et même sur leur temps de classe, il manque toujours de temps. Alors, s'il y a moins d'erreurs, évidemment, c'est mieux. Et puis, il y a ce raisonnement inconscient. Si j'explique bien, que je construis bien ma progression pédagogique, que je motive bien les élèves, alors il ne devrait pas y avoir d'erreur. Accueillir l'erreur, c'est pas une démarche facile, ça demande une remise en question permanente. Bien sûr, toutes les erreurs ne se valent pas et ne se traitent pas de la même manière. Astolfi a d'ailleurs établi une typologie des erreurs. En considérant les erreurs comme des indices, des révélateurs, on peut les analyser pour adapter notre pédagogie, de la même manière qu'un garagiste observe des dysfonctionnements pour appliquer la bonne réparation. En montrant aux élèves ce que les erreurs révèlent et en quoi elles peuvent aider à progresser, on nourrit leur état d'esprit de croissance. Voyons quelques exemples qui s'appuient sur cette classification. D'abord, il y a les erreurs relevant de la compréhension de la consigne. On peut alors travailler sur la rédaction de la consigne, on peut, avec les élèves, travailler sur le lexique, sur la sélection d'informations, la reformulation, etc. Il y a aussi les erreurs relevant d'habitudes scolaires ou d'un mauvais décodage des attentes, ce qu'on appelle le contrat didactique. Par exemple, à force de faire des exercices où il faut relier 2 à 2 ou utiliser toutes les données d'un problème, les élèves construisent des règles implicites. Alors on peut varier nos exercices, inclure des intrus, etc. Pour les erreurs témoignant de conceptions erronées, c'est pareil. Par exemple, la confusion carré-losange peut venir du fait qu'on présente trop souvent le carré posé sur un côté. Ensuite, il y a les erreurs liées aux opérations intellectuelles impliquées. Dans ce cas, on peut jouer sur les variables didactiques. Par exemple, la taille des nombres en résolution de problèmes, ou les outils d'aide qu'on met à disposition. Pour les erreurs portant sur les démarches, on peut analyser la diversité des procédures, faire verbaliser les élèves pour les amener vers la procédure experte. On peut apprendre aux élèves à s'auto-évaluer pour qu'ils réajustent eux-mêmes leur stratégie, en évaluant la plausibilité d'un résultat en résolution de problème ou avec une grille de critères ou de relecture en production d'écrit, par exemple. Et mes préférés, ce sont les erreurs dues à la surcharge cognitive. Typiquement, un élève qui réussit un exercice d'orthographe, mais qui fait plein de fautes quand il écrit. On peut décomposer la tâche. D'abord écrire des mots-clés, puis le plan d'histoire, etc. On peut apporter des outils d'aide, comme des banques de mots ou un dictaphone, ou encore on peut adapter les modalités pédagogiques avec un travail en binôme ou un dictat à l'adulte.
Et surtout, on peut fragmenter nos objectifs. Dans telle situation, j'évalue telle compétence. Pour finir, il y a les problèmes de transfert de discipline et les erreurs causées par la complexité propre du contenu, qui nous demandent également de rechercher des adaptations pédagogiques pour remédier aux obstacles. En résumé, accepter les erreurs et même les considérer comme des indices pour nous adapter, c'est ça, avoir un état d'esprit de croissance. Pour finir sur l'évaluation, j'aimerais vous parler d'un phénomène mis en évidence par André Antibi en 2003, qu'il appelle la constante macabre. C'est un pourcentage constant de mauvaises notes, quel que soit le niveau véritable des étudiants par rapport aux connaissances réellement requises. Inconsciemment, en fait, on a tendance à préparer et à corriger les évaluations de manière à obtenir beaucoup de notes moyennes, un peu de plus ou moins médiocres, et aux extrémités, quelques très bonnes ou très mauvaises notes. Et cela pour plusieurs raisons. Paraître crédible, pouvoir différencier les très bons élèves, informer et justifier l'orientation des élèves, etc. Mais ce phénomène est assez français et finalement assez injuste et surtout délétère pour la confiance en soi des élèves. Pour y remédier, il faut tout d'abord être convaincu que le rôle premier de l'école est de former et non de sélectionner. Le but de l'évaluation est de mesurer si l'objectif est non atteint, partiellement atteint, atteint ou dépassé, et non de classer des élèves en fonction de leur niveau de maîtrise de la compétence. Ensuite, on doit bien différencier situation d'apprentissage et d'évaluation. Pendant la phase d'apprentissage, on propose aux élèves des activités riches, parfois sources d'obstacles, mais ce n'est pas en posant un exercice trop difficile le jour du contrôle qu'on fera progresser l'ensemble de la classe. Au contraire, une grande partie peut se décourager de ne pas voir son travail récompensé. Dans la pratique, on peut mettre en place une évaluation par contrat de confiance. L'idée est de restaurer un lien de confiance, éviter que les élèves sentent qu'on cherche à les piéger lors de l'évaluation et les aider à s'auto-évaluer et à se responsabiliser vis-à-vis de leurs apprentissages. Alors en quoi ça consiste? On donne un programme de révision précis aux élèves, puis on fait une séance de questions-réponses 2 jours avant l'épreuve. Les élèves peuvent demander des explications ou des précisions sur certains points mal compris. Et on fait l'évaluation avec 4 points sur 5 qui portent sur les points de la liste. Et on respecte une longueur raisonnable. Enfin, ça concerne plutôt le supérieur, où on a tendance à stresser les élèves avec des évaluations impossibles à terminer dans le temps imparti. Une petite remarque, on peut poser des questions difficiles, mais en bonus, non notées. Les élèves sont mis en confiance et travaillent plus, ils sont moins stressés. Les moyennes de classe augmentent de 2 à 3 points sur 20 en moyenne et les résultats aux évaluations nationales ne baissent pas. Une autre méthode consiste à proposer des évaluations deuxième essai. Après le contrôle, le professeur corrige par compétence en petits groupes avec les élèves qui le veulent. Les autres s'entraînent avec des exercices à disposition, certains sont tuteurs. Puis on refait une évaluation très proche de la première et seul le dernier résultat compte et non la moyenne. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention et surtout un immense merci pour vous intéresser à ce sujet crucial qu'est l'état d'esprit de croissance. L'éducation est le premier vecteur pour changer les choses, c'est vous qui avez les clés. Et en parlant de clés, si vous voulez des séances clés en main, chez SoftKids, on a développé un programme sur l'état d'esprit de croissance avec les supports, les guides pédagogiques et tout. À très bientôt!